Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. C'est l'heure de notre segment économique avec Francis Gosselin. Bon après-midi, Francis. Bonjour, Marie-Ève. Air Canada nous surprend aujourd'hui parce que l'aviateur soutient le projet de train à grande fréquence entre Québec et Toronto, alors qu'il s'y était vivement opposé dans le passé. Oui, le soutien, en fait, elle se joint à un consortium qui souhaite participer à ce projet-là. Donc, c'est pas encore chose faite, mais il semble qu'il y a quand même quelques bons joueurs là, autour de la table là, du côté de ce consortium, dont Atkins Realis, là, le grand cabinet d'ingénierie, et la Société nationale des chemins de fer de France, la SNCF. Donc, je ne connais pas l'identité des deux autres, mais disons que ça part bien de leur côté. Effectivement, le transporteur aérien avait été assez opposé là, au projet de train à grande fréquence en disant que ça allait évidemment saper là, ses parts de marché. Les chiffres que j'ai vus, là, les estimations, c'était entre 40 et 45 là, de ce marché-là sur le segment qu'on appelle le corridor là, qui va de Windsor à Québec. Donc, je crois qu'il percevait une menace, mais à un moment donné, ça semble assez évident que le projet va aller de l'avant. Il y a de plus en plus de ressources qui sont allouées, de plus en plus de personnes. On a vu là, M. Humblot là, qui est passé du port de Montréal à ce projet-là. Et bien d'autres. Donc, manifestement, en bon français, là, if you can't beat them, join them. Là, donc, on s'est joint évidemment à l'aventure. Je ne sais pas s'ils espèrent peut-être récupérer une partie de leurs pertes en participant à cette initiative-là, mais encore une fois, c'est vraiment un volte-face un peu surprenant de la part du transporteur. Ben oui, et puis Air Canada a justifié cette position en disant qu'il veut contribuer à l'intégration harmonieuse de futurs réseaux ferroviaires, veut aussi contribuer aux bénéfices des voyageurs. Selon toi, quels sont des véritables intérêts? Est-ce que ça peut être vraiment payant pour Air Canada? Je sais pas si monétairement ça peut être payant, mais c'est certain qu'encore une fois, il vaut peut-être mieux être les deux doigts dans les pots de peinture que complètement exclu là, d'un projet comme celui-là qui va être effectivement très structurant sur vraiment ce segment, le corridor, où il y a des millions de personnes chaque année qui se déplacent. Je l'ai personnellement vécu. Hein, j'ai étudié un petit peu en France quand j'étais plus jeune, puis Air France desservait beaucoup de villes là, en dehors de Paris, puis éventuellement, la SNCF a fait des lignes ferroviaires très rapides là, vers l'est, vers le sud, où il n'y avait même plus de sens en termes de temps et d'argent de prendre un avion. Là. C'était aussi rapide de prendre le train avec le TGV. Bien, Air France, évidemment, s'est associé énormément à la SNCF, de sorte que, par exemple, on pouvait enregistrer son bagage dans une gare et c'était transporté automatiquement à l'avion comme si c'était un transfert entre deux vols. Donc, par exemple, ça permet de faciliter justement ces déplacements-là sur des longs courriers. Ça permet évidemment de partager mieux les revenus qui proviennent de ça. Donc, ce sera à voir là, comment ça va s'articuler précisément. J'ai pas beaucoup plus d'informations sur le projet du TGF lui-même. Puis, encore une fois, c'est pas demain la veille là, qu'on va pouvoir prendre ces trains à grande fréquence. Ça va prendre encore de nombreuses années avant que ça soit installé ici au Canada. Ça progresse peu à peu, mais Air Canada embarque dans le train, hein, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Sur un tout autre sujet, Francis, l'effet Donald Trump se fait sentir sur l'économie et cette fin de semaine, Donald Trump a fait l'éloge du Bitcoin. Dans un rassemblement, il a promis une réglementation plus favorable au secteur et les marchés se sont emballés. Hier, la valeur du Bitcoin a explosé pendant une bonne partie de la journée. Oui, bien encore une fois, c'est une sortie un peu étrange. Là. Il n'y a aucun parallèle à faire avec Air Canada, mais c'est un autre volte-face. M. Trump avait été très critique, très dur envers les crypto-monnaies il y a quelques années. Il avait dit que c'était essentiellement du vent, que ça n'avait aucune valeur inhérente. Et là, rassemblé là, à cette grande messe, là, pourrait-on dire, à Nashville, de plein de gens de l'univers de la crypto-monnaie, il en a plutôt fait l'éloge en disant que, essentiellement, c'était la monnaie du futur, en proposant que les États-Unis devraient avoir une réserve de Bitcoin qui pourrait éventuellement permettre d'en stabiliser la valeur. C'est vraiment du tout au tout là, chez Monsieur Trump. On sent qu'il courtise cet électorat-là qui est souvent composé de gens là, plus fortunés peut-être que la moyenne, surtout avec la forte progression de la valeur du Bitcoin depuis un an. Et donc, essentiellement, il est allé un peu leur chanter la sérénade, peut-être en espérant là, gagner certains votes et certains appuis financiers également. Oui, la valeur du Bitcoin, donc, qui a explosé pour rechuter ensuite. Ça montre la volatilité du Bitcoin et de Donald Trump. D'ailleurs, si Donald Trump est élu et qu'il favorise la crypto-monnaie comme il l'a promis cette fin de semaine, quels pourraient être les impacts sur l'économie américaine?
C'est difficile à dire. Il y a plusieurs personnes qui, depuis des décennies, nous promettent là, que les crypto-monnaies vont éventuellement devenir un moyen de paiement. On est encore très, très, très loin de ça. Puis un des enjeux, justement, là, qui est lié à cette monnaie-là particulièrement, c'est sa volatilité. Là. On l'a dit hier, suite à son discours, c'est parti à la hausse. Aujourd'hui, j'observais, c'est parti à la baisse. Ça a perdu à peu près 1000 $ de valeur là, contre le dollar US. Je lisais toutes sortes de scénarios, mais ce serait assez difficile d'imaginer, par exemple, que je t'embauche, Marie-Ève, pour rénover ma maison, là, disons, puis que là, je fais un dépôt un jour, idée, que je paye... ouais, mais... Et donc, qu'en fait, de fois en fois, de 3 mois en 3 mois, ben une fois, ça me coûte l'équivalent de 1000 $. Après ça me coûte 3000 $. Puis après ça me coûte 400 $. C'est pas comme ça que les contrats sont faits dans l'économie en général. Je veux dire, il y a des choses qu'on achète tous les jours, mais il y a aussi des choses qui sont des contrats à terme, là, des contrats de fourniture de services. Le paiement de votre téléphone cellulaire tous les mois, on imaginerait mal que ça coûte 50 $ un mois, 108 $ le mois suivant, 22 $. Toute l'économie est basée sur la prévisibilité de la valeur. C'est sûr qu'avec l'épisode inflationniste qu'on a eu là, dans les 2 dernières années, beaucoup de gens ont remis en cause là, la valeur des monnaies nationales parce que justement, elles n'ont pas été prévisibles, mais le Bitcoin est comme 10 fois pire en termes de moyens de paiement. Donc, je vois très mal l'un remplacer l'autre en raison d'un court épisode d'inflation là, comme on a vécu. C'est quand même fascinant de voir comment les politiciens ont des impacts sur les marchés. Francis Gosselin, merci. On se retrouve demain.